Voilà, donc on va corriger cette épreuve qui s'appelle Aspect de la propulsion spatiale. Donc c'est l'épreuve MINPON 2015. Et donc elle traite de la fusée. Donc il y avait pas mal de thèmes abordés. Elle a été donnée aussi en MP, pas évident pour les MP qui n'ont pas à leur programme officiellement les bilans de quantité de mouvement. Et pourtant ça a commencé direct avec un bilan de quantité de mouvement, même si c'était guidé. Vous avez aussi des bilans d'énergie avec le premier principe en écoulement. Vous avez aussi les plasmas. Donc il y avait plein de sujets abordés, plein de thèmes abordés dans cette épreuve de synthèse, qui est surtout une épreuve de rapidité, parce que c'est l'épreuve de 3 heures des mines. Donc voilà, c'est une question d'efficacité. Alors ça commence avec une fusée donc, qui est de masse M0 à l'instant T égale 0. Et donc il va éjecter des gaz avec les notations habituelles. Donc à l'instant T, sa vitesse c'est V. Et donc il y a des gaz éjectés par cette fusée avec une vitesse relative U qui est en fait dirigée vers le bas. Et donc les premières questions, c'est de mettre en place le bilan de quantité de mouvement qui va permettre d'aboutir à l'équation différentielle du mouvement qui était donnée dans le texte. Et puis donc la convention qui est choisie, c'est celle d'ailleurs qu'on a pris dans notre cours, c'est de travailler avec un débit positif. Mais pour ça, il faut bien voir que M de T, à l'instant T, c'est la masse de la fusée et des carburants qu'elle contient. Et donc dm sur dt va être négatif. Donc du coup, pour le débit, ici, on met un signe moins. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec une masse dm qui va être algébrique. Donc on ne va pas trifouiller les signes dans le bilan. Et bon voilà, je suis tout à fait en accord avec la personne qui a rédigé ce sujet-là. C'est la manière la plus propre de le faire. Seulement, il faut bien être conscient donc, que dm va être négatif. Alors, la première question, donc on nous explique petit à petit comment faire le bilan de quantité de mouvement et on nous explique tout. Ça, c'est surtout pour les élèves de la filière MP. Nous, bon, en PC, PSI aussi, il faut savoir faire ça directement sans qu'on nous guide. Donc, en prenant pour système la fusée à l'instant T, exprimer sa quantité de mouvement. Donc, quel est le problème ici? C'est que le corps de la fusée lui-même, c'est un système ouvert qui perd de la masse. Donc, il faut, comme d'habitude, fermer le système. Donc, à l'instant T, donc le système fermé, donc voilà, on met des fois une étoile pour montrer que c'est un système fermé, c'est M de T. Et à l'instant T plus dt, cette même masse, elle va se retrouver dans le corps de la fusée, mais aussi, donc on aura moins dm, donc qui sera la masse des gaz éjectés. Donc il faudra tenir compte et en tout, bien sûr, ce sera la même masse. Donc m étoile égale m de t. Donc ce sera aussi bien sûr m de t plus dt moins dm. D'ailleurs, vous retrouvez que m de t plus dt, c'est m de t plus dm moins dm. Vous retrouvez que ça fait m de t. Voyez? Donc là, on tient compte du fait que dm est négatif. Alors, donc la quantité de mouvement de la fusée qu'on pourrait appeler p étoile de t avec les notations sur les bilans des quantités de mouvement. Donc, c'est la masse de la fusée fois sa vitesse. Donc, à l'instant t, c'est très très simple, il n'y a que ça à dire. À l'instant t plus dt, donc on peut regarder quelle est... alors, on nous demandait, il faut quand même répondre aux questions telles qu'elles sont posées. On nous demandait la quantité de mouvement du gaz éjecté pendant dt, pg. Alors, on travaille dans le référentiel du sol. Donc attention, on sait que cet exercice, en fait, on peut le faire soit dans le référentiel du sol, soit dans le référentiel de la fusée. Réentraînez-vous à le faire. Ce n'est peut-être pas si évident que ça à faire. Il est non galiléen, le référentiel lié à la fusée, parce qu'elle n'est pas en translation rectiligne uniforme. Mais là, on va travailler dans le référentiel du sol. Donc la masse des gaz, c'est moins dm, parce que dm est négatif. Donc la masse de gaz éjecté, c'est moins dm, et moins dm est positif. Et puis, il faut appliquer la relation de composition des vitesses. Donc, la vitesse des gaz dans le référentiel du sol, c'est la vitesse des gaz dans le référentiel relatif à la fusée. V dans R, c'est V dans R', plus la vitesse d'entraînement, qui n'est rien d'autre que la vitesse de la fusée dans le référentiel du sol. Attention, ne mettez pas de moins ici, parce que le signe de U est contenu dans sa flèche. C'est quand on va projeter qu'il y aura un moins. D'accord?
Donc, évidemment, à l'ordre le plus bas, vous pouvez dire aussi que c'est V de t parce que vous avez multiplié par dm. Et puis là, je rajouterai bien un dp pour que tout soit élémentaire des deux côtés. Ce n'était pas fait dans l'énoncé, j'ai l'impression, mais en fait, pour être bien rigoureux, il faudrait mettre un dp parce que la quantité de mouvement des gaz, donc ça, c'est que pour le gaz. Hein, mais la quantité de mouvement totale à l'instant t plus dt, qu'est-ce que ça va être? Ce n'est pas que le gaz, c'est la fusée. Donc m de t plus dt, v de t plus dt. Et puis, il faut rajouter la quantité de mouvement des gaz éjectés. Donc, moins dm, facteur de v plus u. Je vais le laisser simplement comme ça. Alors, petit 2. Donc, on nous rappelait la définition de la dérivée d'une grandeur comme la limite d'un taux d'accroissement. Effectivement, ça, c'est pour nous faire calculer la quantité de mouvement pour faire appliquer le théorème du centre d'inertie à la fusée, donc un système fermé. Donc là où il faut bien insister, hein, c'est qu'il faut que le système soit fermé. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres hein, dans la copie. Hein, le théorème du centre d'inertie s'applique à un système fermé et on le fait dans le référentiel du sol. Donc on recolle les morceaux. Donc on a la quantité de mouvement à l'instant t plus dt. Moins la quantité de mouvement à l'instant t, le tout sur dt. Et il faut simplifier cette expression. Alors là aussi, je vous rappelle une petite astuce. Ne faites pas exploser les produits en disant m de t plus dt, c'est m de t plus dm, p de t plus dt, c'est p de t plus dp. Ça, on peut le faire comme ça, mais ça explose, ce n'est pas très élégant. Il y a une façon mieux de faire, c'est rester groupir. Hein. M fois P à l'instant T plus dt, moins M fois T fois V à l'instant T. Ça, c'est la dérivée du produit. Et gardez-le comme ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, je regroupe ce premier terme-là et ce dernier terme-là. Donc, ça fait D2. On n'est pas obligé de faire comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. Mais voilà, c'est la dérivée du produit, moins dm sur dt, facteur de v plus u. Pour l'instant, je n'ai pas projeté. Hein. Et maintenant, vous pouvez exprimer ce produit. Allez, je vais continuer là-haut. Vous pouvez exprimer la dérivée du produit. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore écrit que c'était égal à la somme des forces. Hein. Je suis juste en train de calculer. Ça aussi, on le note parfois comme ça, hein, avec des notations de mécanique des fluides, une dérivée particulière pour montrer que c'est la dérivée d'un système fermé. Donc là, vous pouvez dire que c'est m de t u'v plus donc uv'. Et là, vous voyez, ça va se simplifier très simplement si vous le faites comme ça. Et toujours, attention, le sens des vecteurs est contenu dans leur flèche. Et là, regardez ce qui se passe. Ça se simplifie avec ça. Vous voyez, c'est élégant de le faire comme ça. C'est beaucoup plus facile que de faire exploser les dérivés. Et puis, donc, tout ça, c'est égal à la somme des forces extérieures. Alors là aussi, le gros piège, hein, parce qu'il y en a certains, ils voient le résultat et ils disent « Oui, dmu, ah oui, ça c'est la force de poussée. Je vais rajouter une force de poussée dans le bilan des forces. » Vous savez que la force de poussée, ce n'est pas une vraie force. C'est une force qui provient d'un terme de cinématique. La seule vraie force ici qui s'exerce, c'est le poids. C'est mg. Attention, surtout pas de signe moins pour dire que le poids est vers le bas. Là aussi, hein, le sens du poids est contenu dans la flèche de g. Et maintenant, on peut projeter sur l'axe des z orientés vers le haut, sachant que u est vers le bas, que g est vers le bas. Maintenant, on a des signes moins qui vont apparaître. Donc, on aura m de t, dv sur dt. Donc, u, ça va faire plus u dm sur dt. Mais alors, attention, là aussi, pas d'arnaque sur les signes. Hein, oui, le dm sur dt, c'est moins dm est égal à moins mg. Et donc, le texte, hein, on l'a, donc ça fait m dv sur dt. On fait passer ce terme-là de l'autre côté de l'égalité, moins mg plus dmu. Oui? J'ai pas compris pourquoi démarrer dans DPG.
Pourquoi j'ai barré ici? Alors ça, c'est les astuces classiques. C'est vrai qu'en toute rigueur, quand tu regardes, tu appliques la loi de composition des vitesses au gaz, tu le fais à l'instant t plus dt, puisque tu fais le bilan de quantité de mouvement pour cette partie-là à l'instant t plus dt. Mais le truc, c'est que comme tu as multiplié par dm à l'extérieur, tu sais, c'est comme quand tu fais f de x plus dx fois dx, alors de le plus bas, ça fait pareil que f de x fois dx, parce que le terme correctif, il est d'ordre 2. D'accord? Voilà pourquoi, en fait, ici, tu peux prendre v de t. Hein, sinon, ça te fait un terme correctif d'ordre 2. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la force de poussée. C'est homogène à une force, mais je vous rappelle que, évidemment, c'est ce qui nous montre qu'en éjectant du gaz vers l'arrière, la fusée va être propulsée vers le haut. Mais je vous rappelle qu'en réalité, ça n'est pas une vraie force. Donc surtout, la grosse erreur, ce serait ici de mettre une force de poussée dans le bilan des forces. Vous voyez, c'est en faisant passer ce terme-là de l'autre côté du signe égal qu'on le réinterprète. Donc n'oubliez jamais, la force de poussée, c'est une réinterprétation. Hein? Alors, c'était la question 2. Question 3. Ah oui, justement, donc identifier dans le second membre de l'équation 1 l'intensité F de la force de poussée. Donc là, vous pouvez être vraiment lourd dans votre rédaction, c'est-à-dire bien expliquer que, attention, la force de poussée, c'est une réinterprétation d'un terme cinématique qu'on a fait passer de l'autre côté, mais ça n'est pas, entre guillemets, une vraie force, mais c'est homogène à une force. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que regardez, quand on voit le PFD écrit comme ça, le théorème du centre d'inertie écrit comme ça, en fait, on a un peu faussement l'impression qu'on aurait pu l'écrire comme ça dès le début, c'est-à-dire dire masse fois accélération égale la somme des forces, et là, on aurait l'équivalent. Mais pourquoi est-ce que dès le début, on n'a pas pu écrire ça? Parce qu'on n'oublie pas que m n'est pas une masse constante et que le corps de la fusée, c'est un système ouvert et que donc il a fallu fermer le système pour appliquer tout ça. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par tous ces petits pièges très très bien connus. Donc, F égale dmu. Oui, Maximilien? La composition des vitesses, la vitesse dans R', non, la vitesse dans R, pardon, R c'est le référentiel du sol, c'est la vitesse dans R', donc la vitesse relative des gaz c'est U, le sens est contenu dans la flèche, plus la vitesse d'entraînement. Et la vitesse d'entraînement, tu es dans un cas de translation, donc la vitesse d'entraînement c'est simplement la vitesse du centre du référentiel, donc de n'importe quel point de la fusée, à l'instant t plus dt par rapport au sol. D'accord? Tu peux le réécrire à part, ça si tu veux. C'est la relation de composition des vitesses dans un cas de translation. Alors on nous dit à quelles conditions est-ce que la fusée décolle? Il faut que l'accélération à t égale 0 soit positive. Alors évidemment, v, bien sûr, il est algébrique. Et donc, il faut tout simplement que, initialement, dmu soit plus grand que m0g, c'est-à-dire que la force de poussée, entre guillemets, l'emporte sur le poids de la fusée. C'est tout. Bon, la question 4, elle sert à rien. Ça fait partie comme ça des petites questions qui servent à rien, c'est pas très grave, on s'en servira même pas après. Alors, on nomme impulsion spécifique d'un ergol le temps pendant lequel une masse m de cet ergol peut fournir une poussée équivalente au poids ressenti par cette même masse à la surface de la Terre. Alors, bon, ça c'est juste une question un peu isolée, ce truc-là, on va la faire parce qu'elle nous était demandée. Mais bon, elle n'a pas grand intérêt. Alors, c'est surtout une question de français. Donc, c'est la masse, non, c'est un temps, l'impulsion spécifique. Le temps pendant lequel une masse de cette ergol peut fournir une poussée équivalente au poids ressenti par cette même masse à la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La force de poussée, c'est dmu. Le poids d'une certaine masse d'ergol, c'est me fois g. Et donc, c'est le temps, en fait, pendant lequel cette même masse serait consommée par la fusée. Alors, on travaillait avec un débit constant. Est-ce que c'est dit, ça? Oui. On suppose que le débit est constant. Ça, on ne l'a pas dit tout de suite. Donc, le débit est constant. Donc, qu'est-ce que ce serait que le débit? Eh bien, ce serait moins dme sur dt. Autrement dit, cette masse me de t, ce serait la masse me
initiale moins dm fois t quand on intègre. Donc le temps au bout duquel on a consommé ça, hein, donc on aura me de t est égal à 0, est équivalent à dire donc que t est égal à cette masse divisée par le débit, puisqu'on travaille avec un débit constant. Et puis donc après, il suffisait de réinjecter ce qui était ici. Donc pour l'exprimer en fonction... Donc oui, ME sur DM, ça fait U sur G tout simplement. Voilà. Déterminer l'expression de la vitesse à l'instant T. Donc là, on avait l'équation. Je vais peut-être la réécrire. dV. Donc je vais diviser par M et je vais multiplier par dt. Donc ça fait moins G dt. Et le débit massique, c'était donc moins dm sur m fois u. Alors attention, on signe moins. Et donc on va intégrer ça. D'accord ? Donc on va intégrer ça. Donc la vitesse initiale, c'était 0. On va aller jusqu'à v de t. Donc on intègre de 0 à t. Et là, la variable d'intégration, c'est la masse. Donc on intègre de m0 à m de t. Alors surtout quand vous séparez les variables comme ça, hein, les variables d'intégration doivent se correspondre, mais surtout vous mettez des bornes en correspondance avec l'élément différentiel. Ici vous avez dv, donc c'est la vitesse. Ici vous avez le temps, donc c'est le temps. Ici vous avez la masse, donc c'est la masse. C'est tout bête, hein, mais le faire proprement, le faire correctement. Donc ça fait v de t moins 0 est égal à moins gt moins log de m de t sur m0 fois u. Et puis, bon, vous savez que dans les logs, on aime bien avoir des logs positifs, donc ce qui est à l'intérieur du log, un truc qui est plus grand que 1. Donc, quand c'est possible, on préfère mettre un plus log de... Parce que la masse, elle est plus petite que M0, évidemment. La fusée perd du carburant, moins GT, donc voilà la vitesse V de T. On encadre en couleur, ce que je ne fais pas toujours au tableau. Bon, alors il existe encore souvent une question classique hein, qui consiste à réintégrer encore une fois. Là, c'était pas demandé, donc on va pas le faire évidemment. Ceci dit, je vous fais remarquer que pour résoudre ça, il n'y a même pas besoin de supposer que le débit massique est constant. Hein, petite astuce de calcul, vous voyez qu'on n'a pas supposé que le débit massique était constant. Alors évidemment, on pourrait dire aussi que m de t, c'est m0 moins dm fois t, donc là on exploiterait le fait que le débit massique est constant au cours du temps. Question 6. On suppose que le vaisseau extrait de l'attraction terrestre, sa masse totale est alors mi et sa vitesse est vi uz. On allume alors à nouveau un moteur pendant une durée delta t, conduisant à une variation de masse de ce vaisseau. Donc, adaptez l'expression précédente pour obtenir la relation de, alors lui il faut bien lire son nom, Tsiolkovsky, donnant l'accroissement de vitesse noté delta v est égal à v final moins v initial en fonction de u, mi et mf. Donc, on a un vaisseau dans l'espace. Il est plus soumis à l'attraction terrestre, du moins l'attraction terrestre est négligeable. Et donc tout ce qu'on fait, c'est d'éjecter du gaz, et ça va lui communiquer une certaine vitesse. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Gravity, hein, on voit bien ça. Donc voilà. Alors, on nous dit de reprendre cette expression, donc en négligeant l'attraction gravitationnelle. Donc, on peut écrire donc V de t. C'est donc petit u, on va le mettre devant pour bien voir l'homogénéité, log de m0 sur m de t. Et donc il suffit de faire la différence avec cette petite formule entre deux instants. Donc on est passé d'une masse initiale à une masse finale. Donc on aura Vf moins Vi qui est delta V. Alors en fait ça va être positif hein, parce que la vitesse va augmenter. Donc ça va faire U log de M0 sur masse finale moins U log de M0 sur masse initiale. Et puis évidemment on ne va pas laisser ça comme ça. Donc ça fait U log de masse initiale sur masse finale en mettant tout dans le même log. Bien évidemment,
Et on voit que comme la fusée perd du carburant, eh bien MI sur MF c'est plus grand que 1. Donc du coup, effectivement, en lâchant des carburants, en propulsant des carburants vers l'arrière, c'est le but. Vous voyez, ça c'est une petite formule très utile, ben, ça permet au vaisseau d'avancer et de se propulser. Donc ça porte un nom, Tsiolkovsky. Très simple. Vous avez vu, ces questions, c'est surtout une question de lecture d'énoncé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut surtout bien lire, analyser l'énoncé, donc je pense que toutes ces petites séances de révision, elles servent pour nous autant à apprendre à interpréter un énoncé qu'autre chose. Et ça va être encore le cas dans les questions qui viennent. Nos problèmes, c'est plus des problèmes de français que des problèmes de physique, presque. Alors, regardez un peu la suite, ça va être encore le cas. L'exemple qui suit a pour objet de montrer l'intérêt des fusées à plusieurs étages, soit une fusée de masse totale 134 tonnes constituée de 2 étages. La masse totale du premier étage, c'est 110 tonnes, dont 100 tonnes d'ergol. Et celle du second étage, c'est 24 tonnes, dont 20 tonnes d'ergol. Donc il ne reste pas grand-chose à la fin. Alors, en considérant que la vitesse d'éjection des gaz est U égale 4 km par seconde et que c'est la même lors de la poussée de chaque étage, calculez les accroissements de vitesse apportés successivement par chacun des étages de la fusée. Comparé avec le cas d'une fusée ne possédant qu'un seul étage et la même répartition de masse, c'est-à-dire 14 tonnes de structure et 120 tonnes d'ergol, les calculs seront effectués dans l'hypothèse d'une absence de pesanteur. Est-ce qu'on peut reformuler tout ça simplement, Maxime? Alors, on a une fusée de 134 tonnes. Elle a un nom, cette masse? M total. D'accord? Sur ces 134 tonnes, il y a 120 tonnes d'ergol, de carburant. Et donc 20 tonnes et 14 tonnes de structure. Alors on pourrait déjà faire l'application numérique peut-être de la deuxième question. Que se passerait-il si on avait une fusée à un seul étage? C'est-à-dire, voilà, on a cette fusée, elle ne va pas se séparer en 2 étages différents, on ne va pas larguer le premier étage au bout d'une certaine masse. Quelle vitesse on peut lui faire acquérir en éjectant les gaz avec une vitesse U? Alors s'il n'y a qu'un seul étage, qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par cette étape-là. Un seul étage, la masse initiale, ben, ça va être la masse totale, les 134 tonnes. Et la masse finale, vu qu'on va tout garder, hein, donc ça va être, je vous dis, c'est vraiment une question de lecture d'énoncé, ça va être les 14 tonnes. Et donc, quel est l'accroissement de vitesse qu'on peut espérer? Eh bien, delta V, il faut vraiment chercher des choses simples. Hein. Donc, ça va faire log de 134 divisé par 14. Ah, c'est pas bien de mélanger le littéral et le numérique. Ne le faites pas. Je l'ai vu ça encore dans le dernier DS, ça ne se fait pas. 9,04 km par seconde. Donc voilà ce qui se passe quand on a un seul étage. Alors maintenant, quand on a 2 étages, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut qu'on sépare ça en 2 parties. Donc 2 étages. Donc il y aura 2 étapes. La première étape où on décolle du sol avec nos 134 tonnes. Donc on aura masse initiale égale 134 tonnes. Et donc la masse finale, qu'est-ce que ça va être? Donc d'après le texte, on lit entre les lignes que on va avoir consommé les 100 tonnes d'ergol. Donc il va nous rester 34 tonnes. Alors, donc on aura un accroissement de vitesse
U est égal à, alors je pourrais les appeler M'1, M final 1 si on veut. Donc M initial 1 c'est la masse totale, M final 1, et donc ça fait 5,49 km par seconde. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc finalement on va éjecter les 10 tonnes de structure, parce que c'est ça, hein, on a en fait 10 tonnes de structure du premier étage, et donc on va repartir de cette phase après éjection de cette structure, donc avec 24 tonnes seulement. Vous voyez, donc c'est cette différence en fait qui va permettre d'avoir une vitesse finale qui est plus grande. Et donc la masse finale 2, c'est qu'on aura éjecté tout le carburant. Alors quel était le carburant du deuxième étage? Donc c'était 20 tonnes d'ergol, donc à la fin il va rester 4 tonnes. Et donc à partir de cette vitesse-là, donc là je vais calculer que l'accroissement de vitesse, et donc après il faudra additionner, donc on aura M initial 2 sur M. Donc vous voyez, c'est le fait d'éjecter ces 10 tonnes de structure qui va produire la différence. Et donc là on obtient une vitesse de 7,16 km par seconde, et donc on aura un delta V total, donc c'est la somme évidemment des deux, qui va être supérieur, donc 12,65 km par seconde, donc à comparer avec les 9,04. Donc là on comprend l'avantage d'avoir 2 étages à notre fusée. Pour une charge utile de masse MU est égale à 500 kg, calculer les masses MC1 et MC2 de carburant, donc la masse initiale du vaisseau étant M0 est égal à MU plus MC, donc là les valeurs numériques n'ont plus rien à voir avec ce qui nous était donné précédemment. Ça fait peu d'ailleurs, 500 kg de charge utile. Bon, tout le reste c'est du carburant d'après ce qu'on nous dit. Mais c'est surtout pour illustrer le fait que, donc on va fixer cette fois-ci la variation de vitesse, on va donner 2 vitesses d'éjection différentes, donc dans le cas d'une propulsion chimique ou d'une propulsion ionique, et on va voir la différence justement sur les masses de carburant à consommer, hein. C'était un petit peu ça, donc il faut reprendre, donc la masse initiale à chaque fois c'est la masse utile plus la masse de carburant, et donc finalement ce qu'il faut dans cette petite formule c'est isoler la masse de carburant pour une variation de vitesse donnée et pour une vitesse d'éjection donnée. Donc ça faisait... voilà. Donc à la fin, évidemment, la masse finale, c'était uniquement la masse utile. Donc on aura 1 plus MC sur MU égale exponentielle de delta V sur U. Donc MC égale MU, exponentielle de delta V sur U moins 1. Donc là, il suffisait de faire les applications numériques. Donc MC1, MC2. Donc MC1, c'était dans le cas d'une propulsion chimique avec une vitesse de 4 km par seconde et la propulsion ionique 20 km par seconde plus élevée. Donc on voit bien que on va dépenser moins évidemment si la vitesse d'éjection est plus grande. Donc pour la propulsion chimique, on avait 1250 kg et la propulsion ionique 142 kg. Donc ça paraît très avantageux d'utiliser un gaz qui est éjecté de manière plus rapide, et ça va être un peu l'objet de toute la suite de ce problème. Alors, question 9. Le vaisseau se déplace à une vitesse de norme V dans le référentiel d'étude galiléen. Alors cette question, elle n'était pas évidente là encore, je trouve, au niveau de la compréhension. Exprimer l'énergie cinétique dans, c'est surtout la question d'après, dans ce référentiel de la masse dm du gaz éjecté pendant dt. En déduire la puissance cinétique Pg contenue dans le G de gaz issu du moteur. Alors la notion de puissance cinétique, on l'a déjà rencontrée
quand on a fait par exemple les éoliennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un G incident sur une éolienne et on se dit quelle est la puissance contenue dans ce G. On peut presque là aussi faire presque de l'analyse dimensionnelle. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, là on nous demandait l'énergie cinétique de la masse dm de gaz éjecté. Alors c'est quoi? C'est donc d de EC est égal à 1,5 de dm gaz. D'ailleurs, la notation de l'énoncé, je trouve, était un peu ambiguë parce que la masse dm, normalement, ce n'est pas la masse de gaz éjecté. On a vu que dm était négatif. Hein, alors ça, c'était un peu embêtant, mais bon. Alors 1,5 de dm, et puis la vitesse. On est dans quel référentiel? Attention, on est dans le référentiel du sol. Donc, composition des vitesses. V dans le référentiel du sol, c'est V dans R' plus la vitesse d'entraînement. D'accord? Alors, la puissance cinétique, c'est ça divisé par dt. Alors, si on compte un débit positif, on aura donc 1,5 de grand dm. Mais alors là, attention, parce que quand on projette ça sur l'axe des z, V est vers le haut, alors que U est vers le bas. Donc il faut faire super gaffe, parce que ça fait V moins U au carré. Ou alors vous laissez comme ça, avec un carré scalaire. Mais là, la difficulté, vous voyez, c'est que vecteur, projection, il faut faire super gaffe, parce que les vecteurs ont un sens. Bon. Donc ça, c'est la puissance cinétique contenue dans les gaz éjectés. Ensuite, on nous dit exprimer de même la puissance reçue par le vaisseau de la part de la force de poussée. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance d'une force? Qu'est-ce que c'est que la puissance d'une force? C'est la force scalaire la vitesse. Alors la force, c'était dmu. Je ne vais pas mettre une flèche sur U parce que là, la puissance, on veut la compter positivement. Or, U et V sont de sens contraire. Donc je vais directement travailler en norme, hein, sachant que la force de poussée, elle est vers le haut. Hein, elle est collinaire à V. Donc on va bien avoir une force positive. Bon, sachant que la force de poussée, encore une fois, c'est une notion un petit peu, entre guillemets, discutable, hein, parce que ce n'est pas une vraie force. Mais enfin, c'est l'équivalent d'une force qui propulse la fusée quand même. On l'a vu dans l'écriture du théorème du centre d'inertie. Donc, voilà, bon, pour cette question, ok, c'est pour préparer la suite, en fait. Hein. Alors, regardez bien, c'est cette question qui est un petit peu délicate, je trouve, au niveau de la compréhension. Donc on définit le rendement propulsif comme étant le rapport de la puissance cinétique gagnée par le vaisseau sur la puissance totale dépensée. Alors, une efficacité, un rendement, c'est toujours effectivement ce qui est utile sur ce qui est coûteux, sur ce qui est dépensé. Hein, on trouve presque une définition de thermodynamique. Alors on nous dit plus ou moins ce qu'il faudrait qu'on mette en haut et ce qu'il faudrait qu'on mette en bas, mais je trouve que c'est quand même pas super explicite. En admettant une conversion parfaite de l'énergie stockée dans le vaisseau en énergie cinétique du G et du vaisseau. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en sortir avec cette phrase, moi je trouve un peu obscure. Hein. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qui est utile? Alors, on peut quand même s'aider un petit peu des deux truc qu'on vient de nous faire calculer. Qu'est-ce qui est utile? Est-ce que c'est de fournir de l'énergie cinétique au gaz que l'on expulse de la fusée? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de propulser la fusée. Donc ce qui est utile, en fait, c'est la puissance. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on nous dit, c'est là qu'il faut exploiter la phrase, en admettant une conversion parfaite de l'énergie stockée dans le vaisseau, c'est ça qui coûte évidemment, en énergie cinétique du G et, il aurait presque fallu dire, et en énergie cinétique du vaisseau, ça aurait été plus clair. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait au dénominateur, il va falloir remettre ça, parce que ça c'est ce qui fait augmenter l'énergie cinétique du vaisseau, mais aussi il va falloir mettre l'autre terme, parce que ça c'est une perte
en quelque sorte, pour le dispositif. Et alors là, il faut transformer cette expression. Donc regardons un petit peu. Je reviens un peu en arrière, parce que maintenant j'enlève les flèches. Et je projette. Et je développe le carré. Et donc ça va nous faire 2 U sur V. Alors on aurait pu prendre V sur U ou U sur V pour définir le petit x. Donc facteur de 1 plus U sur V au carré. Donc en divisant en haut et en bas par V carré. Et donc ça nous donne du 2x sur 1 plus x carré. C'était bien la fonction qu'on nous demandait? Voilà. Et donc x, c'est le quotient U sur V. Donc U, la vitesse d'éjection des gaz, et V, la vitesse de la fusée. Alors en toute rigueur, donc c'est un x qui est instantané, parce que si x c'est U sur V, en fait, V est susceptible de dépendre du temps. Et d'ailleurs, regardez la petite remarque qui est tout en bas de la partie, on nous dit « En fait, bien des moteurs à vitesse d'éjection, bien que des moteurs à vitesse d'éjection variable soient étudiés et quelquefois exploités, etc. » Donc effectivement, ça suggère que ce x, il peut dépendre du temps, en fait, il est instantané. Alors, donc il fallait ensuite tracer la courbe. Alors c'est vrai que tracer la courbe tout seul quand on n'a pas fait l'étude, bon, physiquement, peut-être que ça rapporte des points le jour du concours, mais bon, bien sûr, l'intérêt c'est d'enchaîner quand même les questions. Alors pour tracer cette courbe-là, bon, on peut calculer la dérivée, je vous laisse le faire. En fait, c'est une courbe qui va être maximale en x égale 1. Elle est nulle en x égale 0, ça se voit. Et ensuite, elle va tendre vers 0 quand x tend vers l'infini. Et là, elle a un maximum. Et ce maximum, il suffit de remplacer x par 1, ça fait 1. Donc voilà la courbe. Alors ce qui va être intéressant, c'est de la discuter un peu physiquement, cette courbe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande. Pour quelle valeur de x le rendement est-il nul? Donc il est nul quand x vaut 0 ou quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse d'éjection des gaz est nulle. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que la fusée, elle ne décolle même pas. Alors, montrer qu'on pouvait prévoir ces résultats sans calcul. Alors, pour quelle valeur de x en particulier c'est maximal? Donc, état max, il vaut 1. Et c'est quand U égale V. Alors, c'est cette situation qui est intéressante. Regardez physiquement ce que ça signifie. Ça signifie qu'à l'instant où vous regardez la fusée, le rendement sera maximum quand la vitesse d'éjection des gaz est opposée à la vitesse de la fusée. C'est-à-dire que U est égal à V, mais évidemment, ils sont en sens contraire. Alors, on va juste interpréter ça. Parce que regardez, si vous éjectez des gaz avec la vitesse qu'a la fusée, regardez ce que ça veut dire pour la vitesse des gaz dans le référentiel du sol. Donc, c'est-à-dire V plus U, ça fait le vecteur nul. Autrement dit, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que le rendement est maximum dans cette situation-là? Parce que ça veut dire, regardez un peu la définition du rendement, ça veut dire qu'en fait, ce terme est nul. Ça veut dire que vous n'avez rien perdu comme énergie cinétique donnée au gaz éjecté, mais vous avez tout récupéré. Donc ça voudrait dire qu'à chaque instant, en fait, que la vitesse s'élève, il faudrait modifier la vitesse d'éjection des gaz pour qu'elle s'adapte à la vitesse de la fusée. Vous voyez, mais enfin, même au décollage, ce n'est pas possible, parce qu'au décollage, vous partez avec une vitesse nulle. Hein, et donc voilà la fin de cette partie-là.